Bonsoir à vous toutes et tous. Je me présente, Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Merci d'être avec nous aujourd'hui. La Faculté des arts et des sciences présente sa série de discussions au carrefour des savoirs que nous avions amorcé cette série d'événements publics lors du 50e anniversaire de la faculté. Et nous avons poursuivi parce qu'en fait, il y avait un intérêt large là, à la fois des gens de la communauté interne là, de la faculté, mais aussi les amis et les anciens de la faculté. Donc, on est ravis de poursuivre. Et l'objectif, c'est de faire dialoguer des professeurs et des diplômés de différents horizons sur une thématique d'actualité. Et dans ce cas-ci, les Jeux olympiques de Paris qui débuteront, en fait, on va parler des Jeux olympiques, pas juste des Jeux olympiques de Paris, mais et les Jeux qui débuteront le mois prochain, soit du 26 juillet au 11 août. Ce soir, nous avons le privilège d'avoir parmi nous des expertes et experts variés qui échangeront sur la thématique « L'idéal olympique est-il réalisable? » Et j'ai très hâte d'avoir les différentes perspectives là-dessus. On est très fiers de ce type d'événement puis des types de discussions que ça suscite. D'ailleurs, les anciennes discussions sont disponibles en ligne si vous êtes curieux de voir les carrefours passés. Et on essaie au quotidien d'exposer nos étudiants à une diversité, justement, à ces croisements de perspectives. Et la discussion de ce soir exemplifie bien l'esprit de la faculté qu'on essaie d'insuffler au quotidien. Nous avons un super panel. Je vais commencer par des excuses. Nous avons une annulation de dernière minute. Christiane Ayotte avait accepté de se joindre à nous, mais malheureusement, elle était un peu malade et elle a dû décommander. Elle nous transmet ses excuses. Toutefois, nous avons un panel. Nous aurions été ravis de l'avoir parmi nous, mais on se disait comment on va réussir à avoir toutes ces perspectives-là dans une discussion. Donc, ça va nous donner un peu plus de temps pour approfondir les autres perspectives. Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Marie-Josée Turcotte, diplômée de notre département d'histoire. Elle a œuvré pendant 40 ans à Radio-Canada à titre d'animatrice et de journaliste. Elle a été chef d'antenne de compétitions d'envergure et a, entre autres, couvert 17 éditions des Jeux olympiques et près d'une dizaine de Jeux paralympiques. Elle est la première femme à avoir pris la barre d'une émission sportive au Québec et sur les ondes de Radio-Canada. Au fil des années, son travail a été reconnu par un grand nombre de prix et de distinctions. Elle est devenue membre de l'Ordre du Canada en 2014 en raison de sa contribution à l'avancement des femmes dans le journalisme et dans le sport. Bienvenue parmi nous, Madame Turcotte. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Parmi nos professeurs de la faculté, nous avons ce soir deux collègues. D'abord, Frédéric Méran, professeur titulaire et directeur du département de sciences politiques. Il est également membre du Centre d'études et de recherche internationales, le CERIUM. Il se spécialise dans la sociologie des relations internationales, la sécurité mondiale et l'économie politique européenne. À ses côtés se trouve notre collègue Geneviève Majot, professeure titulaire au département de psychologie. Elle s'intéresse au soutien et à l'autonomie au sein des relations hiérarchiques, plus particulièrement dans les relations parents-enfants et entraîneurs-athlètes. Ses travaux ont contribué, entre autres, à la compréhension du soutien à l'autonomie lors de situations où un encadrement serré est de mise, par exemple en contexte de haute performance ou lorsque des règles sont enfreintes de façon répétée. Et enfin, là je vais dire notre chouchou, je me pince à chaque fois qu'elle accepte d'animer ces discussions. Non, vraiment, j'étais un fan avant qu'elle nous aide, mais là, je dois dire que j'ai vu d'autres facettes de son accompagnement. Journaliste à Radio-Canada pour les émissions Les Années-Lumière ainsi que La Semaine verte et récompensée plusieurs fois pour son travail. Chantal Srivastava met une fois de plus son talent à notre disposition. Merci beaucoup, Chantal, c'est très apprécié. Nous sommes vraiment choyés de vous avoir avec nous ce soir pour cette discussion qui promet d'être fort intéressante. Et comme vous l'avez vu à l'entrée, en fait, notre rapport aux Jeux olympiques est assez unique. Et donc, la torche olympique, dont vous voyez un exemplaire, en fait, ce n'est pas juste un exemplaire, je vais y revenir dans un instant, à l'entrée. Saviez-vous que la torche utilisée pendant les Jeux olympiques de 1976 avait été conçue ici même à l'Université de Montréal? En fait, l'idée d'organiser une discussion sur les Jeux olympiques n'est pas venue à nous par hasard.
ou peut-être un peu par hasard, mais c'est lors du déménagement entre le campus principal et le campus 1000. Donc, le campus où vous êtes en ce moment héberge les départements de physique, sciences biologiques, géographie et de chimie. Et lors du déménagement du département de chimie, en fait, on a retrouvé le prototype de la torche olympique de Montréal de 1976 que l'architecte Michel Dallaire avait créé. Je ne sais pas si Michel Dallaire est avec nous aujourd'hui. En fait, préoccupé par l'invisibilité d'une flamme bleue alimentée au butane, Michel Dallaire avait alors fait appel à notre département de chimie pour créer une flamme orangée qui serait visible même à l'écran. C'est ainsi que Lucien Piché, professeur et ancien directeur du département de chimie, a conçu la recette chimique gagnante et qu'André Combé, ancien technicien mécanique, a contribué à sa fabrication en tant qu'artificier et machiniste. Et le prototype de la torche, c'est le prototype de la torche, donc c'est, disons, un artefact historique vraiment pas banal, en particulier pour parler des Jeux olympiques, et vous pourrez le voir à la sortie. Je vous invite à aller le découvrir. Si ce n'est pas déjà fait, je vous demanderai, s'il vous plaît, par respect historique, de ne pas approcher de briquets que vous pourriez avoir dans votre poche, s'il vous plaît. Donc, on a un petit peu d'histoire olympique avec nous ce soir. Et donc, je vous souhaite une très belle discussion sur cet enjeu. Et surtout, je vous invite, donc, nous tenons ces événements tout au cours de l'année sur un ensemble de sujets très, très variés. Et franchement, c'est toujours très stimulant. Nos attentes sont très élevées. Citius, Altius, Fortius, communautaire, d'accord, rajouté en 2021. Le ensemble, c'est le communautaire, il a été rajouté en 2021. Donc oui, la performance, mais c'est encore mieux si on réussit ensemble. Puis je suis certain qu'on va avoir un bel exemple de ça ce soir. Donc merci beaucoup et bonne soirée. Bien. Oui, là maintenant, vous m'entendez bien. Merci tout le monde d'être là. C'était un merci, doyen, pour cette présentation. C'est beaucoup d'honneur pour moi d'être ici parce qu'être à un carrefour de savoir dans une institution de savoir, c'est vraiment un terrain de jeu fantastique pour moi. J'ai l'impression de rentrer dans un magasin de bonbons puis que je peux en prendre tant que je veux. Donc, je suis ravie. C'est toujours un plaisir pour moi. Merci aussi aux panélistes d'être là ce soir et à vous dans la salle. Quelques petits mots pour l'intendance. Vous voyez des micros. C'est qu'il y a une section à la fin qui vous est réservée. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions aux panélistes dans leur champ de compétences à la lumière de ce que vous aurez entendu. S'il y a des notions que vous voulez approfondir, les micros sont là pour que vous puissiez venir poser vos questions. Je vous le signalerai à quel moment là, ça vaudra la peine de commencer à vous manifester physiquement en prenant place derrière les micros. Également, prenez note que vous voyez les petites caméras, là, donc la présentation, les discussions sont enregistrées. Alors, ça veut dire que vous acceptez d'être filmé, le fait tacitement que vous soyez dans la salle. Et aussi, vos téléphones cellulaires, c'était possible de les mettre sur le mode de vibration pour pas qu'on soit dérangé par les sonneries. Alors voilà. Maintenant, quand j'ai vu cette thématique de ce carrefour des savoirs, j'ai fait « Ah bon? Quelle étrange question! L'idéal olympique est-il réalisable? » Dans mon esprit, à moi, naïvement, j'avais toujours eu l'impression que un idéal, c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut pas réaliser, c'est ce vers quoi on tend. Mais une fois qu'on a dit ça, vous allez voir, à discuter avec les participants, les panélistes ici ce soir, qu'il y a pas mal de choses à dire, puis que oui, il y a des façons de s'approcher de l'idéal, puis il y a encore des éléments où c'est plus difficile, c'est plus laborieux, où la pente est plus haute, il y a des secteurs où les acquis sont vraiment énormes, positifs, réconfortants, mais bref, avant de parler de l'idéal olympique, quelques petits mots peut-être. Je ne sais pas si on a pu vous présenter, j'avais soumis une petite diapo, mais je vous le donne. Ça vient du site du Comité international olympique, le CIO, qui a beaucoup d'informations. Ils font vraiment des gros efforts de mise en marché pour faire comprendre un peu qu'est-ce que le mouvement olympique, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça mange en hiver, quelles sont les règles, statuts, règlements. Et on nous dit là-dedans que l'olympisme est une, voilà, vous le voyez, une philosophie qui met le sport au service de l'humanité. Donc, c'est vraiment ça, le pivot central, sport au service de l'humanité. Quant à ce qui concerne la vision, on voit ici le bâtir un monde meilleur pour le sport, mais comme on a ajouté le « ensemble » à la devise, il y a un petit mot qui a été ajouté ici. Un monde pacifique
et meilleure par le sport. Ça, c'est la vision, qui s'articule autour de 3 grandes valeurs. Puis ça, je vous dis ça juste pour vous camper un peu dans l'idéal olympique de quoi on parle. Des valeurs qui sont l'excellence, le respect et l'amitié. Et ça s'incarne autour de différentes missions que s'est donné le mouvement olympique par l'intermédiaire du Comité international olympique. La charte, je pense, je regardais ça, là, c'est 110 pages. Il n'y a pas grand-chose qui est laissé au hasard là-dedans sur le fonctionnement. Mais les missions sont préserver le caractère unique, assurer la célébration régulière des Jeux olympiques. Donc, c'est pas vraiment la séquence et le déroulement et la séquence dans le temps, les calendriers. C'est quelque chose de prévu. Parmi les missions, placer les athlètes donc au cœur du mouvement olympique et promouvoir le sport et les valeurs dans la société, en particulier auprès des jeunes. Donc, ce sont les 3 missions. Et le reste, c'est plus de l'intendance, mais ça influence la façon d'incarner ces missions-là qui donc sous-tendent vers amener l'idéal, concrétiser l'idéal, universalité et solidarité, unité dans la diversité, puis peut-être qu'on pourrait faire une petite parenthèse, là, égalité hommes-femmes, égalité des groupes sous-représentés, des groupes marginalisés qui ont droit de citer aussi, autonomie et bonne gouvernance, qu'on sache qu'est-ce qui se passe, parce que à moins que je me trompe, vous me corrigerez, mais je pense que c'est une ONG là, sans but lucratif, le mouvement olympique. Donc, il faut que les livres soient clairs. Et la durabilité, une notion dont on entend de plus en plus parler maintenant, donc on ait des jeux qui sont organisés de manière durable, avec des installations pérennes qui restent. Donc, ça vous donne une idée, quand on parle de l'olympisme sur papier, qu'est-ce que c'est, et de l'idéal olympique avec la question qu'on se pose ce soir, est-ce qu'il est réalisable? Alors, fin de la petite mise en contexte. Et maintenant, ce que j'aimerais voir avec vous 3, Geneviève, Frédéric, Marie-Josée, c'est pourquoi vous avez choisi, vous avez accepté, vous avez eu envie d'être ici ce soir pour tenter de répondre à cette question-là. Geneviève? Merci, Chantal. Oui, voilà. En fait, moi, je travaille sur les relations entraîneur-athlète, mais c'est pas nécessairement mon expertise première. Donc, moi, je travaille beaucoup sur les relations par enfants, mais je me sentais vraiment le devoir de venir ici aujourd'hui parce qu'il y a vraiment énormément de fausses croyances qui sont véhiculées dans le monde du sport. Donc, j'entends les valeurs olympiques et j'ai l'impression que parfois, on en manque quelques-unes. Donc, il y a beaucoup de fausses croyances, puis j'avais envie de discuter de ça avec vous aujourd'hui. Frédéric? Alors, pour ma part, j'ai d'abord dit non à l'invitation parce merci. que je me sentais un peu imposteur, surtout quand j'ai appris que Marie-Josée Turcotte serait sur le panel, l'ayant vu si souvent analyser justement les Olympiques. Je me sentais tout petit. Et puis après, j'y ai réfléchi. Et il y a quand même 2 raisons qui font en sorte que j'ai eu envie d'y participer en bonne compagnie. La première raison, c'est que les Olympiques... Donc moi, je travaille sur la politique internationale et les Olympiques, c'est l'incarnation de ce qu'on appelle un fait social total à l'échelle internationale. C'est-à-dire que c'est un phénomène social qui mobilise à la fois, évidemment, le corps, mais aussi l'esprit, la politique, l'économie, la sécurité, donc toutes les dimensions de l'expérience humaine à l'échelle internationale sont réunies dans l'olympisme, peut-être mieux que nulle part ailleurs, et c'est un phénomène qui m'intéresse de manière générale. Et puis l'autre raison, c'est vrai que les Olympiques sont un moment ou un phénomène, je pense, vraiment parfait pour comprendre à la fois le rôle du politique dans des activités comme l'activité sportive ou l'athlétisme, ce qui est souvent pas évident à voir au premier regard, mais qui le devient quand on l'étudie un peu en profondeur. Et puis l'autre raison, c'est que les Olympiques, et ça, plus j'ai fait des recherches en préparation pour ce panel, plus j'en ai été convaincu, sont un formidable révélateur des relations internationales depuis 1896. On pourrait le faire pendant la période antique aussi, mais... 1896, pour précision, là, c'est la date où on a eu les premières Olympiques de l'ère moderne. Voilà. C'est à Athènes, c'est ça? Donc voilà, finalement, j'ai trouvé que les relations internationales avaient quand même un éclairage à apporter à ce phénomène. Merci Frédéric. Marie-Josée? J'ai plus rien à rajouter. Ah ben non! Non, ben comme disait M. le doyen tout à l'heure, donc j'en ai couvert 17, donc je les ai vécus de l'intérieur. Les Jeux olympiques, c'est le plus gros événement multisport sur la planète. Pendant 2 semaines, tout le monde est tourné vers cet événement-là. Les anneaux olympiques,
C'est la marque la plus reconnue sur la planète. Il y a 90% des personnes sur la planète, en voyant les 5 anneaux, qui disent « ce sont les Jeux olympiques ». C'est un mouvement sur papier, comme tu nous l'as décrit, qui est exceptionnel. Dans la réalité, c'est autre chose. Et comme c'est un immense événement qui rassemble tous ces gens-là, ben, j'ai toujours envie d'en discuter parce qu'autant il y a du positif, autant il y a aussi du négatif. Puis il y a des accomplissements aussi qui ont été réalisés de haute lutte. Entre autres, je faisais référence à l'équité des genres, on pourrait y revenir, mais je pense que c'est un enjeu qui était fondamental pour vous. Toi, je sais pas, je vous vois... Je ne serais pas capable de vous voyer, Chantal. Parce qu'on se connaît très bien. Alors, je vais vous voyer, je vais tutoyer Marie-Josée, pardon. Donc, pour toi, c'était comme... Oui, ben, c'est sûr que la présence des femmes, on pourra élaborer plus longuement, mais la présence des femmes, ça a été gagné de haute lutte. Au départ, notre cher baron Pierre de Coubertin n'en avait rien à glander des femmes. Il trouvait que c'était inélégant et que ça n'avait pas du tout sa place dans le monde sportif. Et ce sont vraiment les femmes qui se sont battues tout au long de l'histoire pour obtenir une place. Il y a eu même des jeux parallèles féminins à une époque. Et tranquillement, donc, les femmes ont pris leur place à force de lutte tout le temps. Et comme je le dis, à leur corps défendant, les grands patrons là, du CIO ont réussi quand même à faire en sorte que les femmes se sont battues et elles ont obligé ce mouvement-là à ouvrir les portes. Et ben, pour la première fois, donc à Paris en 2024. Ça fait combien d'années, ça? 128 ans, depuis 1885? Ça aurait pris 128 ans pour que toutes les épreuves soient les mêmes, hommes et femmes. Donc, il y aura équité au niveau des sports et des épreuves. Ce qu'il faudra voir, c'est que c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de pays arabes où il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas accès au sport. Donc, il faudra voir si le nombre de participants hommes-femmes sera égal aussi. Alors, quand vous avez vu cette grande question-là, vous, juste vite pour avoir une idée, qu'est-ce que ça vous a inspiré comme commentaire, comme réaction? On peut y aller dans l'ordre ou dans le désordre, mais sur l'idéal olympique, est-ce qu'il est réalisable? Est-ce que vous envisagez que oui, c'est quelque chose qu'on peut atteindre, qu'on peut réaliser, accomplir? Oui, moi, je pense que la première chose qui m'est venue en tête, c'est à quel point qu'on essaie d'atteindre l'idéal olympique, mais avec des moyens qui sont parfois contre-productifs. Donc, une des plus grandes fausses croyances, c'est de penser qu'on peut contrôler les athlètes puis que ça va être positif pour leur atteinte de la performance. Donc, souvent, quand j'écoute les reportages, pas les vôtres, on donne l'impression qu'il faut choisir entre le bien-être des athlètes puis la performance. On donne souvent cette impression-là que c'est un ou l'autre, alors que toutes les recherches démontrent que, au contraire, il y a une relation positive entre le bien-être puis la performance et les comportements contrôlants, comme par exemple crier après les athlètes, les menacer qui vont perdre leur place, les comparer aux autres athlètes. Tous ces comportements-là sont soit absolument pas liés à la performance ou ils sont liés négativement. Ça veut dire que il y a toujours minimum la moitié des athlètes qui se font contrôler par leur entraîneurs qui vont performer, qui vont vivre des contre-performances. Et malheureusement, pour le public, qu'est-ce qui est le drame là-dedans, c'est que nous, on voit juste ceux qui réussissent à performer, même si leurs entraîneurs sont ultra contrôlants, qui donnent l'impression que ça fonctionne. Mais moi, à chaque fois, je me dis, qu'est-ce que cet athlète-là aurait pu faire avec un entraîneur qui aurait pu soutenir ses besoins? Donc, on oublie beaucoup nos athlètes qui lâchent, qui abandonnent leur sport parce qu'ils sont dans un milieu malsain. Donc, moi, les Olympiques, je sens une perte de talent des fois quand je pense aux Olympiques. Frédéric, sur l'idéal, puis l'aspect réaliste? Bien, moi, quand je pense à cette question-là, l'idéal olympique est-il réalisable? Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est une question qu'on pose tout le temps en relations internationales. La paix mondiale est-elle réalisable? Et pourquoi... Donc, il y aura toujours une tension, il me semble, dans l'athlétisme comme dans les relations internationales, entre d'une part la coopération et l'idéal olympique, c'est la coopération, et c'est quand même assez extraordinaire que chaque 4 ans, depuis 128 ans, les nations s'entendent sur un certain nombre de principes communs, qu'il y ait une charte, qu'il y ait des règles qui soient mises en œuvre,
qui participent à cet idéal. Donc, visiblement, il se passe quelque chose qui mérite qu'on s'y intéresse et qui est mieux que l'alternative, mais en même temps, il y aura toujours de la rivalité, il y aura toujours du conflit, et c'est consubstantiel à l'idéal olympique, de la même manière que lorsqu'on a créé les Nations Unies, on les a créées autour de nations qui étaient par définition rivales ou en guerre et qui allaient le rester. Mais dans l'idéal olympique, on le fait autour du nationalisme. L'idéal de Pierre de Coubertin, certes, c'était la coopération, mais c'était aussi la vigueur nationale pour préparer les Français à une prochaine guerre avec l'Allemagne. Donc, ces choses-là feront toujours partie je pense, de cet esprit. Je suis curieuse, puis je vous pose la question à brûle pour point, mais est-ce que c'est la première forme vraiment formalisée dans une charte de coopération internationale qui subsiste, qui persiste encore aujourd'hui? Alors, la plus vieille, c'est l'Union postale universelle. OK. Qui organise la coopération entre les services postaux du monde. Et qui remonte à pas très loin. 1850 ou 1856. OK, donc, mais c'est quand même, ça fait c'est quand la même même époque, oui. Lorsque le CIO est créé, oui. ça s'inscrit dans un grand mouvement de création d'organisations internationales qui vise cet idéal de coopération entre les nations, entre guillemets, civilisées, c'est-à-dire blanches, européennes et nord-américaines. Marie-Josée, donc, le réaliste du point de vue de la journaliste sportive qui a couvert au fil des années, durant toute une carrière, l'évolution de tout ça? L'idéal olympique? Oui. Comme tu le disais au début, l'idéal, c'est quelque chose vers lequel on tend. Donc, je crois que l'idéal olympique n'a jamais été atteint. Le sera-t-il un jour? Difficile d'y croire. Puis il évolue avec le temps aussi. Il évolue avec le temps. Dès les débuts, en 1896, à Athènes, il y a une petite poignée de pays qui participent, puis ce sont des aristocrates, des fils de riches qui peuvent se permettre de l'oisiveté. Les ouvriers n'ont pas le temps de s'entraîner puis d'aller courir un 100 mètres aux Jeux olympiques. Donc, c'est vraiment, on est très, très loin de l'idéal olympique. Oui, avec le temps, donc, on a multiplié le nombre de pays, le nombre de personnes et tout, mais très, très longtemps, il y a eu le sexisme, il y a eu du racisme aux Jeux olympiques et tout, donc c'est très difficile d'atteindre cet idéal-là. Mais si j'ouvre quelque chose de beaucoup plus large, et je serai très personnel, l'idéal olympique, ça motive toute une jeunesse sur la planète. Moi, j'ai fait du sport, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du saut en hauteur, et j'ai rêvé des Jeux olympiques. Ça a été pour moi une motivation incroyable. Et je m'entraînais au centre Pierre Charbonneau. Quand je m'arrêtais, il y avait une fenêtre qui donnait vers l'ouest et je voyais le stade olympique monter. Et moi, je me voyais dans le stade. J'entendais le Haut-Canada, je gagnais la médaille d'or, je battais le record du monde. C'est jamais arrivé. Mais c'est une grande source de motivation, sûrement. Ça, de faire du sport comme ça et d'avoir cette motivation-là, mais peu importe ce qu'on fait, j'aurais pu être violoniste puis rêver de l'Orchestre symphonique de Montréal. Ce que je veux dire, c'est quand on est jeune, quand il y a un idéal comme ça qui nous motive, donc on a quelque chose en dehors de l'école et en dehors de notre famille qui est formateur, qui nous fait voyager. Bon, je me suis rendu jusqu'à l'équipe canadienne junior. Après ça, j'ai décidé que l'université, c'était plus intéressant. Merci, Université de Montréal. Et donc, c'est très formateur. J'ai développé de l'autonomie, de l'indépendance, de la résilience, tout plein de trucs qui m'ont servi encore toute ma vie. Donc, il y a ça aussi. Il y a les Jeux, mais il y a aussi tout ce que ça véhicule et ce qui touche les gens. Et ça fait partie de l'idéal olympique. Je pense que qu'est-ce que je trouve beau dans ce que vous avez mentionné, c'est que c'est les valeurs qui sont sous-jacentes à la médaille. Tu sais, c'est les valeurs qui sont sous-jacentes à vouloir performer, à vouloir se dépasser, le sacrifice, le travail, aller au-delà de soi. Même quand on trouve ça difficile, c'est comment on fait pour aller chercher les ressources à l'intérieur de nous pour passer par-dessus les obstacles. Puis je pense que ces valeurs-là qui sous-tendent les Jeux olympiques, ça, c'est des valeurs qui méritent d'être conservées puis qu'il faut vraiment se battre pour ces valeurs-là. Puis je pense que même si, dans le contexte des Jeux olympiques, en ce moment, la pression pour gagner des médailles, on va se le dire, est très, 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 très forte. Je pense que les entraîneurs, ils peuvent agir comme un parapluie pour protéger les athlètes contre ces pressions-là puis créer une espèce de sous-climat pour leur équipe pour qu'ils puissent garder en tête ces valeurs intrinsèques-là qui sont simplement symbolisées là, par les médailles. Parce qu'on a l'impression que toutes les valeurs dont je vous ai parlé, qui sont très belles sur papier, des fois, on les cherche quand on voit le spectacle et la compétition sur nos écrans, dans les journaux, partout. Alors là, on a fait un peu, si vous avez remarqué, une petite mise en contexte, vos motivations,
vos aspirations par rapport à l'atteinte de l'idéal olympique. Là, maintenant, j'aimerais qu'on se colle le nez sur la vitre. Là, il y a des jeux qui vont commencer dans un petit peu plus qu'un mois. Comme avec vos lunettes d'expert, expertise en psychologie, en sciences politiques, en histoire, mais journalisme surtout de terrain qui a couvert les Olympiques, qu'est-ce que vous surveillez quand, durant 2 semaines, 3 semaines, il y a tout un brouhaha, beaucoup d'effervescence autour des Olympiques? Qu'est-ce que vous allez surveiller durant les prochaines compétitions, le prochain événement olympique du mois de juillet? Bien, on a beau chialer contre les Jeux olympiques. Quand ça commence, c'est merveilleux. C'est un festival. On sait qu'il y a du dopage, on sait qu'il y a de la tricherie, on sait que ça manque de fair play, on sait tout ça. Mais une fois que ça commence, on est devant les meilleurs de la planète qui nous offrent un spectacle incroyable. Il y a beaucoup d'émotions dans des Jeux olympiques. Il y a des fois des émotions pour des victoires, d'autres fois c'est pour des défaites, crève-cœur. En fait, ça a été la première télé-réalité, les Jeux olympiques, parce que c'est toujours en direct et on le vit avec les gens presque 24 heures sur 24 quand les Jeux commencent. Fait qu'il y a cette espèce de fête de la performance, du sport qui se met en branle. Bien, moi, je travaille sur la motivation, le fait que la motivation externe n'est pas une bonne source de motivation. Donc, les Olympiques, pour moi, c'est un petit peu comme un cas unique, là. Donc, à chaque fois que j'écoute les histoires des athlètes, c'est comme si ça confirme toujours l'idée que quand on vise la médaille, c'est pas le meilleur moyen d'atteindre la médaille. Donc, ça peut être notre objectif à long terme, mais quand on pense à la médaille, en fait, c'est une distraction. Donc, l'athlète qui est en train de se dire, qu'est-ce qui arrive si je gagne pas? Qu'est-ce qui arrive si, qu'est-ce que les gens vont dire? À chaque fois qu'il pense à ça, il est pas en train de penser à son action. Puis c'est des fractions de secondes qui font une énorme différence. Donc, dans les témoignages des athlètes, souvent, c'est comme un peu des preuves de qu'est-ce qu'on connaît en psychologie par rapport à la motivation. Donc, c'est fascinant d'entendre les athlètes qui sont un peu pris, qui ont plein de pression, puis les athlètes qui, au contraire, sont libres puis qui ont vraiment des valeurs intrinsèques. Comme scientifiques, tous les deux, qui êtes actifs dans le monde de la recherche, de l'enseignement universitaire, mais aussi de la recherche, est-ce que ce genre d'événement-là, c'est un terrain pour aller chercher des données? Est-ce qu'il y a des scientifiques qui le font pour aller chercher des informations précises, voir dans le contexte de la pression olympique, où on extrapole là ce qu'on a découvert autrement sur le bien-être, la performance des athlètes? Souvent, ça va être plus après coup, donc ça va être des données plus qualitatives. Donc, il y a quelqu'un, là, justement, un chercheur qui est allé voir tous les entraîneurs qui étaient très performants, mais définis à long terme. Donc, un entraîneur qui avait réussi à aider plusieurs athlètes à atteindre leur objectif, donc plusieurs médailles, pas juste un cycle olympique, à plusieurs cycles olympiques, pour voir un peu qu'est-ce qu'il y avait en commun. Donc, souvent, c'est en écoutant les entrevues, on peut aller chercher de l'information pour voir s'ils ont des éléments en commun. Puis effectivement, ils ont des éléments en commun super intéressants. Ouais. Pour aider à développer des stratégies. Frédéric? Moi, je vais commencer en disant quelque chose d'absolument scandaleux. Je m'en excuse auprès du public, mais moi, je n'ai aucun intérêt pour le sport. Je ne pratique aucun sport. Mais vous êtes venu en vélo. Vous êtes venu en vélo. Oui, mais c'est un moyen de transport. Ça, c'est du transport, pas du sport. C'est ça. Et même quand j'étais petit, le hockey, par exemple, à Québec, la seule chose qui m'intéressait, c'était quand il y avait des soviétiques ou des rencontres internationales, des choses comme ça. Donc vraiment, le sport, je ne suis pas les compétitions tellement pour savoir qui était le plus grand lanceur de disques. Mais il n'y a pas eu de Jeux olympiques au cours desquels il ne s'est pas produit des événements politiques absolument passionnants, et même très souvent, je pense qu'ils finissent par dominer l'interprétation des Jeux olympiques. Et vous demandez, est-ce qu'il y a des données? Il n'y a en fait pas énormément de recherches en sciences politiques sur les Jeux olympiques. Il y a quelques ouvrages, quelques articles, mais c'est assez petit comme champ de recherche. En revanche, il y a plusieurs événements qui se sont produits lors de Jeux olympiques qui sont entrés dans l'histoire politique. On pense aux Jeux olympiques de 1936, on pense aux Jeux olympiques de 1968. Donnez-nous des anecdotes plus 36. Alors, je vais commencer peut-être par les plus connus. Ouais. Là, évidemment, les Jeux olympiques de 1936, ce sont les plus connus parce que ils sont organisés par Hitler, par l'Allemagne nazie, et donc c'est le moment de la transformation des Olympiques en propagande politique extrême. Il y a les films de Leni Riefenstahl qui
permettent de vendre l'idée de la supériorité aryenne, mais il y a également aussi Jesse Owens, les fameuses... Voilà, le fait qu'un Noir américain remporte une épreuve et doive être salué par Adolf Hitler. Donc ça, c'est un moment auquel on revient souvent, 1936, parmi les gestes politiques importants. Les Jeux olympiques de 1968, moi j'en parle toujours dans mes cours, évidemment, lorsque deux athlètes lèvent le poing, signe du Black Power américain, et donc vont perdre leur médaille pour cette raison, parce que justement, ils ont posé un geste politique. On pourrait y revenir. Est-ce qu'on a le droit de parler de politique dans les Jeux olympiques? En principe, non. Donc ça, ce sont des Jeux olympiques dont on parle beaucoup. On pourrait, encore une fois, pour chaque Jeux olympique, mais plus récemment, je dirais que l'organisation des Jeux olympiques dans les pays non occidentaux, par exemple, est devenue un phénomène très, très important. Par exemple, Beijing, en 2008, c'est un peu le signe de l'ascension de la Chine sur la scène mondiale. Et puis, évidemment, aujourd'hui, de quoi parle-t-on? On va parler de la Russie. Ce n'est pas du tout le premier pays qui ne peut pas participer officiellement aux Jeux olympiques, mais ça va devenir une question politique très, très forte. Mais oui, c'est très intéressant. Puis il y en aurait beaucoup d'autres. Là, 72, les Israéliens qui ont été assassinés. Enfin bref, 76, le boycott. Je pense qu'il n'y a pas un jeu, c'est ça. 80, le boycott du bloc occidental. 84, le bloc de l'Est. Je voudrais revenir, on a juste abordé la présence des femmes dans les Jeux olympiques. Et il y a vraiment eu un point important. C'était aux Jeux de Barcelone en 1992. Je suis allée revoir les chiffres. Donc, il y avait 9400 athlètes, dont 2700 femmes, donc moins de 30%. Et il y avait un groupe de femmes en Europe qui regardaient la cérémonie d'ouverture et qui se regardaient et qui se disaient, ben voyons, il y a plein de délégations où il n'y a même pas une femme. Beaucoup d'Amérique latine, beaucoup des pays arabes. Et là, elles se sont formées un groupe qui s'est appelé Atlanta Plus. Donc, elles se sont donné 4 ans pour faire des pressions à travers le monde. Donc, il y a les Européennes, elles ont eu de l'aide, les Australiennes. Elles se sont rendues jusqu'aux Nations unies pour dire, écoutez, votre charte dit que c'est l'égalité, l'équité, on la voit pas. Que se passe-t-il? Alors, en réponse à ça, le CIO, pensant évidemment leurrer tout le monde, avait demandé à l'Arabie saoudite de mettre une femme porte-drapeau pendant la cérémonie d'ouverture. Elle faisait du tir à la carabine, on l'a jamais revue de notre vie. Mais il y avait tout ce côté-là, donc, de récupération. Mais grâce à ces femmes-là, qui se sont battues très, très fort, elles ont continué donc aussi après 96, en 2000, et tranquillement, avec les pressions internationales de l'ONU, avec les pressions des femmes, on a vu tranquillement plus de femmes participer aux Jeux. Là-dessus, on doit dire que le Canada a vraiment été extraordinaire parce que depuis les Jeux de 96 à Atlanta, les délégations canadiennes sont pas mal toujours équitables, hommes et femmes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes, c'était l'endroit où elles pouvaient exprimer leur talent sportif parce qu'il n'y avait pas de ligue professionnelle ou à peine, peut-être quelques-unes en Europe, mais on ne pouvait pas gagner sa vie avec le sport. Et donc, à travers les Jeux olympiques, les femmes ont pris de plus en plus de place, ont pris de plus en plus de possibilités de se dire, il faudrait peut-être aller plus loin que les Jeux olympiques et fonder de plus en plus des ligues professionnelles, ce qu'on est en train de voir en ce moment tranquillement, même si les salaires sont bien, bien loin de ce que les hommes peuvent gagner. Mais donc, tout ça pour dire qu'à travers la lutte des femmes, il y a eu une présence accrue des femmes aux Jeux olympiques, présence accrue de femmes africaines, entre autres, présence accrue aussi de certains pays arabes. Mais là, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. On ne verra pas beaucoup d'Afghanes à Paris. Mais est-ce que ces éléments très précis-là, cette progression, cette amélioration, se transpose aussi socialement? On dit le sport pour bâtir un monde meilleur, un monde pacifique, un monde meilleur. Est-ce que les avancées des femmes aux Jeux olympiques se sont transposées aussi dans les sociétés où ça pouvait être plus problématique? Est-ce qu'on a une idée de ça? Mais je pense que oui, parce qu'il y a des sociétés, je me souviens d'avoir fait des entrevues avec des jeunes africaines à qui on interdisait de jouer avec un ballon. On leur arrachait le ballon, c'était pas possible. Une fille ne jouait pas. Une fille aidait la maman dans la cuisine à faire à manger, tout. Et tranquillement, avec quelques femmes de ces pays-là qui se sont battues pour participer aux Jeux,
qui ont connu du succès, par exemple, en course, ben, les jeunes filles se disaient, ben, si c'est possible pour elles, ben, moi aussi, je vais me battre contre mon père, contre ma mère, contre ma famille, et je vais aller courir. Et oui, donc, ça a fait, oui, je peux courir, mais en même temps, ça va beaucoup plus loin que ça. Oui, je peux aller à l'école, oui, je peux faire ce que je veux, oui, je peux sortir du carré qu'on m'a assigné. Oui, je peux aller out of the box, comme on dit en anglais. Puis au plan politique, est-ce que les Olympiques, qui sont un théâtre fantastique pour braquer les projecteurs sur des conflits, ont changé des choses? Alors, sur les conflits... on parle de trêve. On parle de trêve, ouais. Je voulais savoir si c'est là où vous vouliez aller. Donc, peut-être pour expliquer, il existe depuis le début des années 90 un principe de la trêve olympique qui est adopté par l'Assemblée générale des Nations unies. Qui existait dans la Grèce antique. Qui est inspiré de ce qui existait en principe dans la Grèce antique et donc qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas attaquer la ville qui tenait les Jeux olympiques et que les athlètes devaient recevoir l'équivalent d'un sauf-conduit pour se rendre aux Jeux. Alors évidemment, dans la Grèce antique, les Jeux olympiques duraient très très longtemps. Il fallait se déplacer. Il fallait se déplacer, mais même les Jeux olympiques modernes, au début, duraient beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui. La trêve n'a pas toujours été respectée non plus. Hein, donc, même pendant la période antique, la trêve n'était pas toujours respectée. Mais aujourd'hui, donc, il y a une trêve qui est adoptée qui dit essentiellement qu'une semaine avant le début des Jeux olympiques et une semaine, corrigez-moi si je me trompe, après la fin des Jeux paralympiques, en principe, on devrait respecter cette trêve. Est-elle respectée? Pas vraiment. Donc, la Russie, par exemple, de manière très claire, enfreint. 2 fois plutôt qu'une. Ils ont envahi la Crimée avant la fin des Jeux de Sochi. Ils ont envahi l'Ukraine avant la fin des Jeux de Pékin. Ouais. Donc, les Jeux olympiques n'ont pas empêché la guerre. En même temps, il est quand même intéressant qu'on se soit posé la question. Au moment, par exemple, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, beaucoup de gens se disaient « Non, Vladimir Poutine n'osera peut-être pas le faire au moment où se tiennent les Jeux olympiques. » Donc, il y a quand même... Le fait qu'on se pose la question est important. Et il y a dans les Jeux olympiques beaucoup d'illustrations de la coopération. On pense au village olympique, donc l'idée, par exemple, de mélanger les athlètes des différents pays. Toutes ces choses-là participent quand même à cet idéal de création d'une paix mondiale aussi. Puis au plan du bien-être de l'athlète, de sa capacité de faire un focus mental, est-ce que d'être dans un théâtre où tout ça se passe, puis on n'a pas parlé encore de l'éléphant dans la pièce, le signe de $, on va y arriver, mais est-ce que pour un athlète, pour son bien-être, pour son focus, sa concentration, pour aussi gérer le stress, le poids sur ses épaules, est-ce que il doit se projeter là-dedans ou au contraire, il doit en faire fi puis être dans sa bulle? Parce que c'est un peu... Je suis pas une athlète, je suis pas allée aux Olympiques, j'ai pas eu ce contexte-là de performance, mais j'ai l'impression que ça peut être contre-intuitif, contre-productif pour un athlète d'être aspiré par tout ce tourbillon-là. Oui, en fait, je suis contente que vous posiez la question parce qu'en fait, le contexte des Jeux olympiques, je pense que c'est le contexte le plus démotivant qui existe sur la planète. Puis je trouve ça quand même... Pourquoi? Je trouve ça quand même inspirant là, d'entendre que les femmes ont pris leur place, puis d'entendre qu'il y a plus de collaboration internationale. Tu sais, je pense que c'est important de mentionner ça, mais je pense qu'il faut aussi se rendre compte qu'en ce moment, les médailles ont vraiment priorité dans l'idéal olympique. Tu sais, il y a plusieurs cases dans votre diapositive, mais vraiment... la pression de gagner des médailles est énorme, puis en particulier au Canada, où l'argent et le financement dépend du potentiel de médailles de nos différentes équipes. Et on a vraiment... je pense que le sport, c'est le seul contexte en ce moment au Canada où on peut tolérer, où on tolère du contrôle psychologique encore. Dans le but d'atteindre des médailles, dans le but d'atteindre des performances, les athlètes pensent que les entraîneurs qui sont contrôlants sont plus performants. Il y a vraiment des fausses croyances par rapport à ça. Puis les athlètes vont tolérer certains comportements qu'ils toléreraient jamais ailleurs. Donc, moi, je pense que c'est la prochaine bataille. Un entraîneur contrôlant, caractéristique, là, à quoi on reconnaît ça? Ben, c'est quelqu'un qui va, par exemple, toujours remettre la place de l'athlète en cause, qui va... il y a des films faits par rapport à ça. Le film c'est Geneviève Janson, je crois. C'est vraiment une belle image là, du contrôle dans lequel elle vivait. Donc, si elle acceptait pas ce qu'on lui demandait, c'était vraiment toujours sa place était toujours remise en cause. Puis
quand que les entraîneurs, par exemple, lorsqu'ils savent que le financement de leur sport dépend de la performance de leurs athlètes, ils se sentent une pression énorme et ils vont, la recherche nous dit qu'ils vont se concentrer vraiment sur les buts plus à court terme pour vraiment s'occuper de l'athlète qui a un potentiel de médaille. Mais le problème avec ça, c'est que des fois, c'est la relève qui va avoir moins, qui peut avoir moins d'attention. Et une autre chose qu'il faut se rendre compte, c'est que quand on sent de la pression sur nous, notre première réaction spontanée, c'est d'être contrôlant avec les gens qu'on soutient. Donc, s'il y a des parents dans la salle, vous savez que vous avez crié après vos enfants quand vous étiez stressés, pas quand c'était une super belle journée et tout allait bien. Donc, quand on sent une grosse pression comme ça, souvent, on va avoir tendance à déverser cette pression-là sur autrui. Puis, malheureusement, ça fait un peu de bien d'être contrôlant des fois. Donc, c'est pas toujours, c'est pas pour mal faire. C'est toujours dans le but de gagner les médailles. Mais je pense que si certaines valeurs des Jeux olympiques étaient mises de l'avant davantage, il y aurait peut-être moins ce genre de pression-là sur nos athlètes. Et est-ce qu'on sait si c'est répandu à ce point-là dans le domaine du sport de haut niveau? Ben là, heureusement, dans les, tu sais, si vous allez sur les sites, si vous allez sur les recommandations, ça va, c'est vraiment le bien-être et la performance. C'est ça le message qui est véhiculé. Mais au niveau des formations des entraîneurs, les entraîneurs ont beaucoup de formations tactiques, techniques, mais ils ont très, très peu de formations de motivation ou de formation pour savoir comment soutenir la motivation des athlètes. Donc, ils sont obligés d'aller un peu essai-erreur ou de se baser sur qu'est-ce qu'ils ont vécu auparavant. Nous, dans mes recherches, on a créé une formation comme ça, puis quand on l'avait implantée auprès des entraîneurs de milieu universitaire, ils nous avaient confirmé qu'il y a plusieurs alternatives au comportement contrôlant qu'ils connaissaient pas. Donc, c'est sûr que si les entraîneurs ont une pression pour gagner, mais qui n'ont pas les outils pour y faire face, ben là, ça vire vite vers des comportements qui sont malheureusement contrôlants. Je dirais que le cas de Geneviève Janson, c'est un cas extrême, oui. Qui n'est pas répandu. Non, c'est sûr. Et je dirais aussi que je comprends tout ce que vous dites, et c'est sûr que ça existe, mais en même temps, de moins en moins, parce que la formation des entraîneurs est de plus en plus poussée. Il y a de plus en plus de psychologues avec chacune des équipes sportives, donc il y a une espèce d'endroit où on peut évacuer ce genre de choses-là. Et il y a de moins en moins de tolérance vis-à-vis ces choses-là. Il y a de plus en plus d'organismes qui sont là, qui sont à l'écoute. Ça, c'était vraiment le Scotty Bowman. Dans l'ancien temps, il y avait l'athlète était rien, il fallait qu'il écoute, puis s'il écoutait pas, on le cassait, puis bye bye. Non, ça n'existe presque plus, je dois le dire. Et quand vous dites, on met l'accent sur la médaille, c'est vrai. Mais en même temps, on peut pas sortir le sport de la société. Mais vous changez de sujet là parce que comme moi, dans les échos que j'ai eus, les athlètes n'ont pas souvent cette impression que c'est terminé. Je pense que les athlètes ont peur de parler, les entraîneurs ont peur de parler. C'est pas vraiment facile pour les entraîneurs d'aller critiquer les organisations sportives. Donc, je pense pas que c'est terminé. Je pense que c'est vraiment un combat. C'est pas que c'est terminé. Je dis que c'est beaucoup mieux que c'était. Oui, c'est beaucoup mieux que c'était et qu'on voit ça de moins en moins. Oui. Mais c'est vrai que la pression au Canada en particulier, elle est forte parce qu'on est subventionné uniquement si on a une performance, si on a des médailles, si on finit dans le top 5. Donc, si notre sport n'est pas performant, les subventions régressent. Et donc, le sport régresse aussi. Donc, oui, il y a une pression. Mais le sport n'est pas en dehors de la société. On vit dans une société capitaliste, performante, compétitive. Donc, le sport n'est que le reflet de ce qu'on vit aussi dans notre société. Dans tous les milieux, c'est compétitif. Mais moi, je pense que ce que j'aimerais souligner, c'est que dans les idéaux olympiques, il n'y a pas juste la performance. Donc, s'ils veulent que ça soit juste la performance, ben qu'ils écrivent ça sur leur diapositive. Là, en ce moment, c'est performance, mais ça dit aussi d'encourager la vie active des jeunes. Là, en ce moment, si un jeune n'a pas la chance d'avoir choisi le bon sport, son sport est pas subventionné, il n'y a pas vraiment d'espérance de Jeux olympiques. Moi, je pense que qu'est-ce qu'on devrait faire en tant que société, c'est vraiment se demander si on est performant en tant que société pour encourager le dépassement de soi, la vie active chez l'ensemble de nos jeunes, ou si, dans le fond, on s'intéresse vraiment plus
aux sports qui gagnent les médailles. Puis je pense que lorsqu'on choisit certains sports selon un potentiel de médaille, puis le potentiel de médaille est très, très difficile à évaluer, donc ça crée d'autres sortes de difficultés. Mais je pense que quand on se concentre sur certains sports, on réduit grandement notre bassin de potentiel au niveau du talent. On développe pas nécessairement le talent. On n'inspire pas nécessairement un assez grand bassin d'athlètes pour qu'on puisse justement aller identifier les talents puis essayer de promouvoir ce talent-là. Donc moi, je pense que si on veut vraiment promouvoir une vie active chez l'ensemble de nos jeunes, il faut vraiment financer le sport pour le développement des talents et non cibler certains sports plutôt que d'autres parce que ça crée plein de problèmes comme j'ai nommé tantôt. Là. Le baron vous donne raison. Pardon? Le baron Pierre de Coubertin vous donne raison. Oui, l'important n'est pas de gagner, mais de participer, disait-il. Oui, mais pour les commanditaires, puis les compagnies publicitaires, puis tout ça, là, on est dans un autre... Puis là, on va l'ouvrir, ce dossier-là, le dossier mais juste de l'art. une question en terminant. Est-ce que le développement du sport doit passer par les Jeux olympiques? On a le droit de jouer à un sport qui n'est pas olympique et de s'exprimer et d'être excellent là aussi. Oui. Mais peut-être moins de moyens pour le faire, puis se développer ici. Il y aura moins de moyens. Justement, on arrive à la question de l'argent, le gros signe de dollar. Les anneaux olympiques que tout le monde connaît partout, c'est une marque déposée. Je pense qu'on peut pas décider qu'on installe ça dans sa publicité sans payer des droits ou des redevances. Il y a aussi le volet, l'aspect économique à tout ça. Dans quelle mesure ça teinte l'atteinte de l'idéal olympique, qu'on ait vraiment une mainmise des athlètes qui deviennent des commanditaires, des jeux qui deviennent des vitrines pour des compagnies commerciales. Donc, dans quelle mesure ça risque ou ça peut aider à atteindre l'idéal ou nuire? Peut-être qu'il faut refaire un peu la genèse, parce qu'au départ, c'était pas ça. Au départ, un athlète devait être amateur. Si un athlète avait touché de l'argent, il perdait sa médaille. Tout a changé en 1984. Après le boycott des Jeux de Moscou en 1980, il n'y a personne sur la planète qui voulait organiser les Jeux olympiques. C'était comme un produit dont on ne voulait plus. Alors, il y a des gens à Los Angeles qui ont dit, OK, vous nous les donnez, les Jeux, mais vous nous laissez faire. Nous, on va faire de l'argent avec ces Jeux-là. On va les commercialiser. Et là, le mouvement olympique, le CIO, a comme pas eu le choix parce que c'était ça ou rien. Alors, ces Jeux-là ont été rentables. C'est là que sont rentrés les Coca-Cola de ce monde. C'est là que sont rentrés les commanditaires payants, là, les commanditaires en or. Là, à l'époque, c'était $1 million. Aujourd'hui, c'est presque $1 milliard qui payent pour avoir leur nom associé aux anneaux olympiques et aux Jeux. Mais c'est vraiment là que ça a commencé. Et ça a été un tournant. Et c'est à partir de là aussi qu'on a cessé de dire que les athlètes étaient des amateurs. Ce n'étaient pas des amateurs. De toute façon, depuis longtemps, les Soviétiques n'étaient pas des amateurs. Ils faisaient tous partie de l'armée, puis ils étaient payés pour s'entraîner, puis ils remportaient tous les médailles. Mais donc, il y a vraiment eu une cassure en 1984. Et là, aujourd'hui, oui, on est dans un mouvement multimilliardaire. J'ai une question à vous poser, parce que est-ce que le Canada peut jouer un rôle aussi déterminant, notamment autour du hockey dans les Jeux olympiques d'hiver, où justement les meilleurs joueurs canadiens ne pouvaient jamais participer aux Jeux olympiques d'hiver? Je pense qu'ils ont poussé aussi pour une forme en tout cas pour permettre de salarier les athlètes, non? Ça, c'est arrivé plus tard. En fait, le tournant, c'est le Dream Team. C'est l'équipe de basketball américaine qui a participé aux Jeux de Barcelone en 92. Et là, ça a eu des cotes d'écoute phénoménales. Fait que là, le CIO s'est dit, il y a de l'argent à faire là. Et là, on s'est dit, pourquoi pas le hockey? Parce qu'effectivement, jusqu'en 1992, c'était des joueurs amateurs. Et je me souviens d'un joueur que j'ai toujours beaucoup respecté parce que c'est un ingénieur en aéronautique qui s'est fait un avion, qui a défendu toutes les Joey Junot, donc qui est allé dans le Grand Nord pour enseigner le hockey aux jeunes et tout. Et lui, il avait refusé, il avait été repêché par Boston. Il avait refusé d'aller jouer pour la Ligue nationale parce qu'il voulait faire l'équipe olympique en 92. Donc ça, c'est un des rares athlètes canadiens qui a fait ça. Mais donc en 98, à Nagano, c'était la première fois effectivement que le hockey est venu aux Jeux olympiques. Et il y a eu toutes sortes de tractations parce que la Ligue nationale veut aussi toucher cet argent-là, mais ils n'en touchent pas. C'est ça, le mouvement olympique, c'est assez particulier. Il y a énormément d'argent.
C'est mené par une oligarchie, il y a zéro démocratie dans ça. Et ils font à peu près ce qu'ils veulent. Alors, des gens comme la Ligue nationale essayent de leur tenir tête, essaient d'aller retirer de l'argent, au moins pour faire payer les billets d'avion ou les assurances des joueurs ou des choses comme celle-là, mais ça devient très complexe quand on rentre les athlètes professionnels dans le mouvement olympique. Moi, si je peux dire un mot là-dessus, puis ça revient un peu à la conversation que vous aviez. Bon, moi, je déteste le capitalisme, mais je ne crois pas qu'il soit la cause de tous les maux. Et dans le cas des Jeux olympiques, dès le début, la rivalité portait entre les nations sur des questions de statut. Aux Jeux olympiques de Londres, déjà, les Américains et les Britanniques voyaient ces Jeux olympiques comme l'occasion de prendre une revanche historique sur la question de savoir qui était du bon côté pendant la guerre d'indépendance. Pendant la guerre froide, évidemment, donc au début, les Soviétiques ne voulaient pas en faire partie des Jeux olympiques jusqu'au jour où ils se sont rendus compte qu'ils pourraient peut-être montrer qu'ils étaient les égaux des Américains. Aujourd'hui, c'est la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Et derrière, la raison pour laquelle le Canada, comme d'autres pays, veulent concentrer leurs efforts, je ne sais pas si leur stratégie est la bonne ou pas, mais le but, c'est clairement d'être au tableau. Parce que être au tableau, c'est une façon de montrer que vous avez un statut, vous avez un rang à l'échelle internationale par le biais de l'athlétisme. Et donc ça, je pense que même si on écartait le capitalisme, cet enjeu-là demeurerait. Il y a plusieurs thèses qui ont été écrites sur ça pour dire que les Jeux olympiques, c'est une guerre interposée, donc, à travers des athlètes pour, c'est ça, prouver la supériorité d'une race, d'une nation. Puis on l'a vu à Pékin en 2008. Tout à coup, les Chinois étaient vraiment bons. Ils n'avaient jamais été bons comme ça. Mais les pauvres athlètes, on dit qu'ils sont au cœur de l'épreuve, de l'événement olympique. Alors, ils sont un peu de toutes parts c'est malaisant pour eux, là, c'est inconfortable. Je pense que ça va beaucoup dépendre de l'entraîneur. Tu sais, je pense que l'entraîneur, il peut expliquer comment ça se passe, il peut aussi donner les raisons, tu sais, l'importance du financement des Jeux olympiques, pour qu'il y ait des Jeux olympiques. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre puis accepter, même si c'est pas nécessairement notre choix. C'est plus quand que c'est la personne avec qui on a le plus de contact qui nous respecte pas en tant qu'individu à part entière, c'est là que ça devient vraiment plus difficile. Moi, mon espérance, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des commanditaires qui vont valoriser autre chose que la performance, qui vont valoriser des athlètes qui ont eu des parcours un petit peu plus différents. Moi, je sais que des fois, c'est des athlètes qui vont moins bien performer, mais qui ont démontré une résilience incroyable, qui vont inspirer les jeunes. Donc, les commanditaires, peut-être qu'ils pourraient valoriser d'autres choses. Là, on les appelle parfois des ambassadeurs, ces athlètes-là, qui sont pas nécessairement des champions dans leur discipline, mais qui se démarquent pour une implication, pour une... Troisième genre de thématique, là, on a beaucoup identifié des irritants, Si on passait en mode solution, perspective, solution, comment on pourrait faire, de votre point de vue, pour rapprocher les Jeux olympiques de l'idéal olympique? Si vous étiez, je sais pas moi, au CIO ou membre d'une fédération, qu'est-ce que vous aimeriez voir faire? Quelle serait la première chose, de votre point de vue, le plus important pour mettre encore plus de l'idéal olympique, des valeurs, dans cette compétition-là? Go, je me lance. Je vais partir d'un exemple. Depuis les Jeux de 2016 à Rio, le Comité international olympique met de l'avant une équipe de réfugiés. Bon, évidemment, c'est très beau, mais on s'entend que c'est de la récupération. Ça fait très bien, donc il y en aura encore à Paris, un peu plus de 35 qui seront là. C'est fabuleux, ces gens-là défilent les derniers derrière la Grèce, dans le stade, les gens les applaudissent, ils ont un beau costume et tout, mais après, il ne se passe plus grand-chose. Ils retournent dans leur statut de réfugiés. Donc, souvent, je trouve que le mouvement olympique a de très, très bonnes idées, mais ça ne va jamais au bout. Quand on parle d'équité, pour moi, si j'étais membre du CIO, on ne m'écouterait pas parce que je ne ferais pas partie de l'oligarchie d'en haut, là, mais ce que je souhaiterais, c'est qu'avec ces milliards de dollars qu'ils ont, qu'ils fassent du vrai développement.
qu'il y ait vraiment de l'argent qui soit donné, pas juste parsemé un petit peu en Afrique, parsemé un petit peu dans les pays arabes, vraiment de l'argent pour soutenir, pour bâtir des terrains, bâtir des gymnases, soutenir des endroits d'entraînement pour les gens qui sont complètement défavorisés sur cette planète et qui n'ont pas la chance de pouvoir s'entraîner et de compétitionner au même niveau. Et en faisant ça, ils seraient obligés d'une équité aussi, parce que dans ces pays-là, ce sont surtout des hommes qui font du sport, donc ils seraient obligés aussi de soutenir des femmes, et on pourrait parler un peu plus d'équité que ce qu'on a en ce moment. Moi, je suis une rêveuse, moi. Je tends vers un idéal. Frédéric? Alors, moi, je suis un peu... j'allais donner l'exemple des délégations de réfugiés, mais pour moi, je reviens un peu au parallèle qu'on peut faire entre le CIO et les Nations Unies. On critique souvent les Nations Unies pour leurs lacunes. En même temps, les Nations Unies ne peuvent pas être meilleures que les États qui la composent. Et c'est un miracle, en fait, que cette organisation existe toujours et permette quand même un certain nombre de pratiques et de règles communes qui contribuent à atténuer, je pense, les conflits dans le monde. C'est la même chose, je pense, pour le CIO. Quand on se plonge dans l'histoire de l'olympisme, c'est extraordinaire que ça existe encore, cette chose-là. Le nombre de conflits politiques, le nombre de pays qui ont été exclus, le nombre de boycotts qui se sont produits dans l'histoire, le fait que le CIO ait aussi réussi à s'ajuster. Je ne veux pas faire un éloge du CIO ou de ses chefs, là, c'est pas ça l'idée, mais ait réussi à s'ajuster à l'évolution du monde, donc d'une organisation qui a débuté essentiellement pour un club de puissance coloniale blanche et que des hommes, et qu'aujourd'hui, c'est une organisation qui est quand même assez largement représentative de la planète, avec les inégalités socio-économiques, évidemment. Et donc, ce ne sont pas les petits pays faibles qui sont puissants au CIO, ce sont les grands pays, mais ça nous permet de le voir. Donc, tout ça, je trouve ça quand même... Je suis plutôt dans la catégorie où je me dis, bon, mais c'est bien de préserver ce qui existe. Il y a par ailleurs, je trouve que les initiatives que Marie-Josée mentionne sont effectivement très, très, très intéressantes, mais il y a aussi des choses qu'on ne voit pas. Par exemple, combien de gens savent que la Palestine a une délégation aux Olympiques? Donc, des États qui ne sont pas reconnus encore aujourd'hui à l'échelle internationale, mais qui peuvent quand même exister dans un espace comme celui-là. Je pense que ce n'est pas rien. Donc, pour toutes ces raisons, pour moi, c'est loin d'être la pire des organisations internationales. Je vais peut-être juste rajouter, la différence avec les Nations Unies, c'est que le CIO, ce ne sont pas des nations qui sont représentées. Il y a 106 membres du CIO, dont quelques-uns d'un même pays. Donc, on ne représente pas l'ensemble des pays. On a encore beaucoup de têtes couronnées, comme des princesses, des cheikhs, des barons. C'est un vote secret aussi pour savoir qui va diriger, je pense. Hein? C'est pas, oui, c'est pas très ouvert. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une bande de personnes qui vivent avec beaucoup d'argent du CIO, qui voyagent toujours en première, bien sûr, et qui ne connaissent pas vraiment les difficultés sur la planète et qui prennent les décisions pour le mouvement olympique. Oui, ça change. Oui, on a ajouté des gens, beaucoup plus d'athlètes, il y a une commission des athlètes et tout, mais c'est pas des nations qui sont là, c'est vraiment une oligarchie, c'est vraiment une bande de personnes qui profitent d'une organisation à but non lucratif qui est milliardaire pour se donner des privilèges. Et c'est pas pour rien qu'on entend de plus en plus d'athlètes et de fédérations demander qu'il n'y a pas que des médailles aux Jeux, mais qu'il y a aussi des bourses, qu'il y ait de l'argent. Ça, le CIO n'aime pas ça du tout. Et justement, petite question, quel est le poids des fédérations nationales dans l'architecture du CIO, selon vous? C'est vraiment en dessous. C'est vraiment le CIO qui mène. Ils vont consulter les fédérations et tout. Les fédérations vont pouvoir donner leur avis, mais ils n'ont pas le droit de vote, ils n'ont rien. Alors, c'est vraiment les 106 membres du CIO qui décident de tout. Encore une fois, moi, ça me fait penser au Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'Assemblée générale des Nations Unies. Oui, il y a similitude. Et donc, Geneviève, pour rapprocher les Jeux olympiques de l'idéal olympique... Oui, je ferais du pouce un peu sur l'idée des bourses. Là. Je pense que une des façons d'atteindre un peu plus l'idéal olympique, c'est vraiment de revoir notre façon d'évaluer la performance. Parce qu'en ce moment, comme vous dites, c'est juste des médailles qui sont offertes aux Jeux olympiques, mais il pourrait avoir des indicateurs de performance pour chacun des valeurs qui est véhiculée par le CIO. Je pense aussi qu'il faut se rendre compte que l'être humain, il adore ça compter. Tu sais, quand on sait que le tel pays a plus de telle médaille, il est meilleur.
Tu sais, il y a vraiment quelque chose de réconfortant dans les chiffres. Et puis, je pense qu'une façon de régler ça, ce serait de trouver des indicateurs chiffrés qui représentent d'autres sortes de valeurs. Tu sais, il y en a plein qu'on pourrait faire, comme par exemple le nombre d'athlètes qui auraient pu être invités aux Jeux olympiques. Ça nous aiderait à voir est-ce qu'on développe la relève. Combien de jeunes sont impliqués dans des sports amateurs dont vous parliez? Est-ce que les Jeux olympiques ont un impact sur la participation aux Jeux amateurs? Combien de stades qu'il y a dans un pays? Combien que le CEO a construit de stades depuis les derniers Olympiques? Moi, je pense qu'on pourrait avoir des indicateurs chiffrés. Et puis, vous avez tout en mémoire là, l'espèce de tableau des médailles qu'on voit là, à la télévision durant les Jeux olympiques. Moi, mon rêve, c'est qu'il n'y ait pas juste des médailles, qu'il y ait plein de sortes d'indicateurs pour avoir une vision un peu plus large de la performance de nos sociétés. La notion d'effort n'est pas toujours récompensée. On parle de joie dans l'effort, mais l'effort est le parent pauvre dans la façon de récompenser. Je vais maintenant vous inviter à, si vous avez envie de poser des questions, à vous approcher vers les micros. Il y en a un qui est juste là, puis l'autre qui est là-bas. Puis durant que vous dégelez pour vous approcher, Madame Ayotte n'est pas là, c'est la grande experte dans la lutte antidopage. Je pense qu'on peut quand même sonder les experts qui sont avec nous pour voir dans quelle mesure, dans leur esprit, dans le contexte où on a des performances qui s'améliorent, on a l'impression qu'on est toujours en train d'aller plus vite, plus haut, plus fort, mais peut-être pas ensemble, puis peut-être plus dopé. Est-ce que ce jeu de chat et de souris, là, est-ce que c'est toujours facile pour les agences de lutte antidopage de le gagner? Est-ce qu'elles le gagnent toujours? Habituellement, ils perdent. Le dopage est toujours plus vite que l'antidopage. Mais le dopage existait dans l'Antiquité aussi. J'avais lu que les athlètes, la veille des compétitions, mangeaient, des testicules de bouc pour être sûr d'être viril et d'être capable de courir vite. Le dopage, malheureusement, a toujours ou presque existé. Je pense que nous, on l'a vécu en 1988 à Séoul, quand Ben Johnson a été convaincu de dopage. Moi, j'étais à Séoul, et puis quand il a gagné, il était Canadien. Quand il s'est fait prendre, c'est drôle, tout à coup, il était Jamaïcain. Alors, on avait changé beaucoup de choses. Mais ce qui a changé avec Ben Johnson, c'est qu'il y a eu chez nous l'enquête, la commission Dobbin, qui a obligé une réflexion sur le dopage, qui a poussé d'autres pays également à se poser des questions. On a eu éventuellement l'Agence mondiale antidopage. Et on a vu que ça ne règle pas tous les problèmes. Bon, évidemment, Christiane Ayotte pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi. Elle a travaillé très fort là-dedans, puis elle a travaillé vraiment d'une manière exceptionnelle là, à créer son laboratoire et d'autres sur la planète. Mais quand on voit ce qui s'est passé à Sochi en 2014, quand on voit que le dopage était systémique, qui pendant la nuit, il y avait une petite porte dérobée, puis il allait changer les échantillons d'urine propres contre des contaminés pour que les Russes puissent gagner. Malheureusement, c'est ça, le sport aussi. Malheureusement, il y a beaucoup de tricherie, il y a encore beaucoup de dopage, puis il y a encore des gens qui se font prendre, même si le système antidopage est très bien organisé. Encore pour les Jeux de Paris, là, il y a des Chinois qui ont été pris avec une substance, puis finalement, on a envie de laisser un peu passer, on comprend pas trop. Il y a d'autres gens qui ont pris cette substance-là, qui ont été bannis. Donc, politique, quand tu nous tiens. Alors moi, je ne connais rien à l'antidopage. Je serais quand même curieux de savoir si les testicules de bouc sont illégaux ou légaux aujourd'hui. Mais à cette époque-là, c'était légal. Mais encore une fois, je trouve qu'on peut faire... La métaphore des relations internationales est intéressante si on pense au contrôle des armements. Dans le contrôle des armements, il y a des pays qui vont toujours essayer de se doter, par exemple, d'armes nucléaires prohibées ou d'armes prohibées. Des fois, ils vont se faire prendre et ils seront sanctionnés par le droit international, mais ça ne va pas changer leur comportement. Des fois, ils ne se feront pas prendre ou on va accepter qu'ils le fassent. Donc, c'est le cas des pays qui sont, par exemple, détenteurs de l'arme nucléaire. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup, beaucoup de pays qui décident eux-mêmes de respecter les règles internationales et de ne pas se doter d'armes prohibées. En fait, c'est la majorité des États qui se comportent de la même manière et je présume qu'on peut aussi faire la même chose dans le cas du dopage. Je pense qu'il y a des pays qui ont quand même une historique. Donc, il faut pas abandonner. Je pense mon point ici, c'est qu'il faut pas devenir non plus
trop cynique et se dire que parce qu'il y a des États qui ont transformé ça en stratégie et qui parfois, ou même souvent, réussissent à s'en sortir, qu'il faut juste dire, bon, ben, finalement, tout le monde le fait, donc pourquoi pas nous? Monsieur, je vous ai vu vous rasseoir. Vous avez changé d'idée ou c'est parce que c'était trop long avant que vous puissiez prendre la parole? Désolée, hein, j'ai posé une petite question pour laisser... Alors, je vous invite à poser votre question. Vous identifiez tout d'abord. Merci. Oui, je m'appelle Alain Dubreuil, un ancien du département de chimie. J'ai peur un peu pour les sports féminins, surtout avec qu'est-ce qui se passe avec les woke aux États-Unis, avec des gens qui deviennent transgenres, des hommes qui deviennent des sémidus-femmes. Je veux dire, je trouve que c'est vraiment de la perversion. C'est plus que du dopage. Le mot avant dopage, vous avez dit ces deux-là? Bien, je veux dire, ça devient comme de la tricherie. Je veux dire, ce sont des hommes qui se transforment en femmes. Et qui compétitionnent comme des femmes. Qui compétitionnent avec les femmes. Mais ça, c'est pas un problème juste dans le sport, c'est un problème de société, là, ou entre un phénomène, je devrais dire, de société. Mais les règles sont assez strictes. Hein. Il faut avoir un tel niveau de testostérone ou d'estrogène dans le corps. Les règles sont quand même strictes. Donc, c'est normé, ça, on sait... C'est que même si on y va en analysant le niveau de testostérone, tout ça, je veux dire, en termes génétiques, l'homme... normalement, il est plus grand, plus fort. Je veux dire, même si on change son niveau de testostérone, je veux dire, son physique, il ne sera pas changé tout. Merci pour votre question. Marie-Josée? Je ne peux pas vraiment répondre à votre question parce que c'est vraiment des cas minimes et chacun de ces cas-là sont analysés par chacune des fédérations internationales. Je sais que c'est arrivé dans le monde du soccer en Australie, je crois. Il y a des gens qui ont chialé, qui n'étaient pas d'accord, mais une fois que la Fédération internationale a émis des normes et qu'elles sont respectées, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben moi, je vais revenir à mon concept de sociologie de fait social total que j'ai évoqué tout à l'heure. L'idée que les Olympiques sont un lieu extraordinaire parce ce sont des révélateurs, pas seulement de la politique internationale, mais aussi des enjeux de société. Aussi des enjeux de société. Et puis là, bon, on a parlé de la question des femmes qui, pendant longtemps, ont été stigmatisées, voire exclues d'une bonne partie des sports. Il y avait l'enjeu autour des droits des femmes dans la société. Il se répercutait sur les Jeux olympiques. La question raciale a été extrêmement importante. Donc, le nombre d'athlètes africains-américains, par exemple, qui gagnaient des Olympiques, mais n'avaient pas de droits politiques lorsqu'ils revenaient au pays est assez considérable. Et là, je pense qu'effectivement, la question trans est aux Jeux olympiques parce qu'elle fait partie d'un débat de société beaucoup plus large. Et c'est pour ça que ça se concentre aussi. D'avoir des compétitions genrées dans une société où on accepte le non-genre, ça peut devenir en soi un problème pour certaines tranches de la population. Merci pour votre... Autre question dans la salle, madame, votre nom, s'il vous plaît, votre question. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Maude Boinard, candidate au doctorat en communication à l'Université de Montréal et également chargée de cours au sein de la Faculté des Arts et des Sciences. Et pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent que je prône, et c'est un peu mon combat au sein de l'université, l'interdisciplinarité, la mise en dialogue des différentes disciplines. Alors, je suis ravie de vous entendre et de vous écouter ce soir. Si vous voulez bien, d'abord, je ferai une remarque et ensuite une question que j'adresserai à l'ensemble des panélistes. Une expérience, une remarque à propos du judo féminin. Merci Marie-Josée. Je partage la même expérience que vous. Quand j'étais jeune, j'ai fait du sport qu'on appelle de haut niveau, à un niveau seulement national en France et en judo. C'était dans les années 90. Et je tiens à préciser que les Jeux olympiques n'ont admis la discipline du judo féminin qu'à partir de 1992, les JO de Barcelone. Donc c'est assez récent, c'était il y a 30 ans. Et mon souvenir que je partage avec vous ce soir date de cette époque, puisque donc j'étais dans une filière en éducation spéciale liée à la pratique du sport et du judo. Et j'ai donc, à l'époque, produit pour mon baccalauréat en France un mémoire sur le judo. Et j'avais choisi, et j'étais pas mal précurseur à l'époque, le judo féminin. Et pour ce faire, au fond, j'avais procédé à une entrevue avec Laetitia Maignan, qui est une médaillée olympique de 1992 à Barcelone, en judo.
Et l'affect, Geneviève, puisque vous en avez parlé, que je souhaite partager avec vous, qui est au fond le seul résultat de recherche de cette entrevue que j'ai menée quand j'étais une apprentie scientifique. Elle avait partagé avec moi le fait que dans les 8 mois qui avaient précédé les Olympiades de 92, elle avait, toutes ses cycles menstruels avaient été coupés par la pression. Vous avez beaucoup cité le mot de la pression. Donc moi, je viens de faire présenter dans un colloque sur les affects. Alors, je fais un peu le lien, mais ça rejoint la remarque de monsieur sur les émotions, comment ça nous affecte, comment ça vient nous chercher. Mais au fond, Laetitia Maignan témoignait à l'époque plus de quasiment une année où elle a perdu ses cycles menstruels. Elle n'avait plus du tout de règles dans les 8 mois qui ont précédé sa prestation olympique sportive. Et c'était la pression, bien évidemment, de la performance, mais également de tout le système autour. Et pourtant, c'est un sport qui reste amateur encore aujourd'hui. Et votre question, donc, pour les panélistes? Et ma question, voilà, j'y venais. Ma question, au fond, c'est que j'ai aussi, en plus d'enseigner à l'UDM, la chance et l'honneur d'enseigner la communication au Collège militaire royal du Canada. Donc, et comme vous l'imaginez, nos élèves officières et officiers sont très sportifs et sont très passionnés de sport. Donc, l'automne dernier, je leur ai proposé des études de cas, bien sûr depuis une perspective communicationnelle et médiatique. Et bien évidemment, il y a eu comme sujet la question des Jeux Olympiques en tant qu'enjeu géopolitique qui a été abordé, mais je vous le donne en mille, nous sommes au Québec. Finalement, ils ont retenu comme événement, non pas une Olympiade à étudier comme cas, mais la fameuse série du siècle de 1972. Okay. Mais oui. Donc, nos élèves étaient tout à fait passionnés. Alors moi, j'ai un peu été rigoureux, je leur ai imposé un peu de comparer aussi avec les Olympiades. Alors, j'ai une question pour l'ensemble des panélistes. Puisque j'enseigne à nouveau l'automne prochain à nos élèves, j'ai un peu de pression. Il y a les Olympiques cet été. Alors, une question pour chacun et chacune d'entre vous. Un petit conseil, un truc, une illustration dont vous pourriez m'honorer et que je pourrais leur transmettre l'automne prochain. Ça me ferait bien plaisir. Merci à vous. Votre question, je ne suis pas certaine de l'avoir bien saisie. Un truc, une illustration, un exemple, un élément important à amener dans mon enseignement au sein du collège militaire. En lien avec l'idéal olympique. Exactement. Parce voilà, en lien avec l'idéal olympique. Quelque chose qui pourrait être une source d'inspiration pour des gens de profil plus collège militaire. Frédéric? Quelque chose qui pourrait leur parler, puis je peux peut-être vous rafraîchir la mémoire. Je ne sais pas si Maude, votre question portait sur 2024, mais c'est sûr que d'ores et déjà, on sait que cette Olympiade, là, je vais me concentrer sur l'aspect politique, là, c'est mon rôle, va être incroyable. D'abord parce que les Jeux risquent d'être ouverts en partie par un premier ministre du Rassemblement national en France. Oui. Deuxièmement, avec une cérémonie d'ouverture qui va être particulièrement propice à des gestes d'éclat, et je ne veux pas appeler le mauvais sort, mais en tout cas, ce sont des jeux dans lesquels il va être très difficile de vérifier la sécurité des individus. Donc, voilà. Et le terrorisme fait aussi partie de l'histoire des Olympiques. Et l'histoire française récente. Et de l'histoire française. Et troisièmement, avec cette question, évidemment, de l'interdiction des athlètes russes et biélorusses, en partie pour des motifs de dopage et en partie parce que la Russie a enfreint la trêve olympique. Auquel j'ajoute les tensions au Moyen-Orient, et même si, selon l'article 50, il n'est pas possible d'exprimer des préférences politiques lors des Jeux olympiques, ça a été très, très, très souvent le cas que des athlètes expriment des préférences politiques pour différentes raisons, et j'aurais du mal à croire qu'aucun athlète ne va trouver un moyen de s'exprimer sur la question du conflit israélo-palestinien. Il faut dire que la fenêtre est très mince pour faire ça. Là. Ils ne peuvent pas faire grand-chose là, pour exprimer. Ils ne peuvent pas sur un podium ni sur le terrain. Ils peuvent dans une entrevue après la performance ou dans une conférence de presse. Donc, c'est possible. Il y aura peut-être des... Et même certaines pourraient... L'exemple de 1968, les athlètes ont accepté de perdre leur médaille pour passer dans l'histoire. Ouais. Donc, il y a aussi ça qui est possible. Marie-Josée, donc? Donc, c'est pas tellement quelque chose que... Est-ce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir amener à vos étudiants? Au fond, c'est toute l'interdisciplinarité du Collège militaire royal du Canada. Ouais. C'est à la fois géopolitique,
médiatique, mais aussi la dimension des affects et psychologique est fondamentale. Alors, je ferai juste un peu de kilométrage sur ce qu'il vient de dire. C'est que quand on parle d'idéal olympique, on vient d'entendre ce que Frédéric a dit. Les Jeux olympiques, ça se fait pas en pleine liberté, là. C'est derrière des barbelés, c'est derrière l'armée, la police. Je veux dire, pour protéger des Jeux, ça coûte une fortune en sécurité. Donc, on peut aussi se poser la question, est-ce que ces Jeux-là en valent encore la peine si on est obligé de les protéger complètement contre tous les mouvements qui veulent les annihiler ou les anéantir? Ça, c'est une des questions. Je reviendrai juste sur l'aménorrhée. L'aménorrhée, donc les menstruations qui coupent pendant 8 mois, il y a plusieurs études qui ont été faites sur ça. Peut-être que la pression est peut-être une raison, mais c'est le surentraînement surtout qui crée l'aménorrhée. Et dans le monde du judo, c'est pas moi qui va vous apprendre que vous devez contrôler votre poids et prendre du poids, perdre du poids. Alors, ça n'aide pas non plus pour les règles. Mais en ce qui me concerne, je pense que ça fait partie des pressions. Madame va complémenter, mais il y a différents types de pressions. Il y a la pression politique, sociopolitique, mais aussi la pression au sein des équipes d'entraînement et au niveau de la performance, c'est sûr. Oui. Et pour votre collège militaire, ben, je ne sais pas ce que je peux dire. Je pense que je reviendrai à ce que je disais au début. L'idéal olympique, il n'est pas aux Olympiques. Il est dans tout le message qui est véhiculé. C'est-à-dire un message d'entraide, un message de fraternité, un message de paix. Ce message-là, il est très important, mais malheureusement, on ne le voit pas toujours aux Jeux olympiques, mais on peut, nous, le propager dans nos actions de tous les jours. Et je pense que ce sont des valeurs qui seraient très importantes aussi pour les gens qui vous enseignent. Revenir sur cette vision, bâtir un monde pacifique et meilleur par le sport, c'est écrit blanc sur bleu. Geneviève? Mais je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de toujours questionner c'est quoi le symbole qu'il y a derrière les médailles. Puis surtout des gens qui sont des militaires, tu sais, ils apprennent à obéir rapidement. Tu sais, c'est pas le temps de négocier, c'est pas le temps de poser des questions pourquoi je fais ça. Mais il y a une façon d'adhérer aux principes qui sont sous-jacents. Donc, c'est un soldat qui va comprendre que on peut pas négocier parce que sinon l'unité ne fonctionne pas. C'est un soldat qui va être beaucoup mieux qu'un soldat qui est fâché, qui obéit. Donc, ce principe-là que quand on a de la pression des médailles, de la pression de gagner, qu'on est capable en tant qu'individu de recadrer ces messages-là pour en faire quelque chose qui est autodéterminé, dans le fond, qui nous permet d'être pleinement autonome. Je pense que c'est un apprentissage que les Jeux offrent aux athlètes. C'est un des apprentissages que les athlètes font durant leur expérience, là. Bien, merci pour votre question. Monsieur, derrière vous, votre nom et votre question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Laurier Thériault. Je travaille au Conseil du sport de Montréal. Je serai dans quelques jours dans l'avion pour Paris. Je fais partie de l'équipe de mission, un des bénévoles. Juillet, pour moi, là, ça va être dans l'œil de l'ouragan. Il est très content de le vivre encore une fois. Mise en contexte, dans l'intérêt des villes hôtesses et des pays hôtes d'accueillir les Jeux olympiques, moi, j'aimerais vous entendre sur le volet et politique, bien entendu, développement des athlètes, toute l'équipe de soutien qui est autour de nos athlètes, au cœur des sports, et évidemment, tout l'élément de vitrine, de legs, de ce que des Jeux apportent et laissent derrière, en positif et malheureusement parfois en négatif. On pense aux Jeux du Québec, les Jeux de l'Acadie, les Jeux de la francophonie, les Jeux du Canada. Ce sont tous des legs du mouvement olympique. Je pense pas que les Français avaient besoin des Jeux pour mettre Paris en vitrine. C'est la ville la plus visitée au monde. Puis pourtant, ils voulaient avoir les Jeux. On sait qu'on va être à Los Angeles en 28. Alors, l'intérêt d'accueillir des Jeux olympiques dans une ville hôtesse, au prix que ça coûte, avec les retombées, les avantages et les inconvénients. Merci pour votre question. Puis toujours, si vous pouvez garder la petite lunette idéale olympique, puis quelque chose qu'on réalise là-dedans par le fait de propager des Jeux, puis toute l'effervescence autour d'une ville. En fait, il y a de moins en moins de villes et de pays qui veulent tenir les Jeux parce que ça coûte immensément cher. Le CIO a eu beau changer son approche et de dire qu'on peut réutiliser des installations, des infrastructures qui sont existantes ou les rénover un peu. Ça coûte une fortune,
ne serait-ce qu'en sécurité. Si on veut être positif, on peut parler des Jeux de Montréal, pas du stade, mais de tout le reste. Je veux dire, Claude Robillard, c'est un vestige donc des Jeux olympiques qui vont tout rénover bientôt, mais c'est un centre sportif qui est très utilisé, qui a encouragé les gens à aller faire du sport. Mais même le stade olympique, même si on a eu de la difficulté, donc c'est un lieu où il y a beaucoup de gens qui peuvent aller faire du sport. Et ça a quand même eu, je pense, un impact positif, malgré tout, les Jeux de Montréal. Ça a encouragé des gens à faire du sport et à changer des modes de vie, même si on a pris les fumeurs pour payer le stade, là. Puis pour ce qui est de l'encadrement et tout ça, bien ça, c'est vraiment dans les comités organisateurs, là. Vous savez, vous faites du bénévolat à ce niveau-là, donc c'est une organisation monstre. Je ne sais pas le nombre de bénévoles qu'il y aura à Paris pendant les Jeux, mais c'est en termes de milliers et de milliers. Il y a des gens du monde entier qui vont être là. Et qui vont donner un coup de main. Et ça, c'est l'autre chose. Mais il y a une partie de l'idéal olympique qu'on réalise comme ça. Oui, aussi. Mais le CIO ne pourrait pas être milliardaire sans tous ses bénévoles. Là aussi, c'est une autre exploitation des gens. On les paye pas parce que, justement, on vit l'idéal olympique. Ben, j'ai dit tout à l'heure, donc, en effet, je pense que si une ville ou un pays organise des Jeux olympiques en espérant s'enrichir, aujourd'hui, ce serait un comportement profondément irrationnel. Alors, quelle est la raison pour laquelle des pays continuent et ont voulu dans le passé organiser des Jeux olympiques? Je reviens à l'idée que c'est essentiellement le statut qui joue. Donc, si on regarde les villes au début, Paris, Londres, Stockholm, ce sont des villes, des grandes puissances européennes, les États-Unis à Saint-Louis, mais c'est presque une histoire séparée, qui veulent montrer qu'elles sont au centre du monde. Ensuite, il y a, dans les années 30, essentiellement, ce sont les pays fascistes. Ce sont les dictatures fascistes qui veulent organiser des Jeux olympiques. C'est le Japon qui va les organiser beaucoup plus tard parce qu'ils vont être annulés en 1940 et l'Allemagne. Ensuite, il y a une troisième vague, on pourrait dire, d'une forme de démocratisation dont Montréal fait partie, où c'est tous ces pays qui se sont enrichis après la Deuxième Guerre mondiale, qui commencent à exister à l'échelle internationale et qui veulent organiser aussi des Jeux olympiques. Je schématise un peu, mais c'est quand même ça qui se produit jusque dans les années 90. Et puis, depuis, on vit vraiment des Jeux olympiques qui, à l'exception de villes comme Paris qui veulent revenir dans le jeu, on pourrait dire, encore une fois, c'est une question de statut, ce sont les pays qui montrent, alors ça a été le cas de la Chine, ça a été le cas de la Russie, qui sont au centre du jeu. Le Brésil, c'est un peu la même chose. La Chine et le Japon de nouveau, si on ajoute les Jeux olympiques d'hiver. Et des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Donc, je reviens à Beijing 2008, c'est vraiment, on se dit, ah, mais ça, c'est l'ascension de la Chine, c'est Beijing 2008. En ce qui concerne le Brésil, ça va être un échec, finalement, parce que c'est un moment où ils sont en train de décliner sur le plan économique et politique, mais les Jeux ont été décidés avant. Vers l'avenir, moi, je soupçonne, mais je peux me tromper si on regarde les autres sports que l'olympisme, que les petites dictatures extrêmement riches, par exemple les pays du Golfe, vont devenir de plus en plus les endroits idéaux pour organiser ces Jeux olympiques, mais c'est aussi un déplacement des grands équilibres du monde qu'on observe par cette lunette-là. Geneviève, un point de vue à partager là-dessus sur l'impact? Pas sûr que je peux rajouter quelque chose de plus intéressant que ça, mais... Je tendais le micro, mais... J'aurais peut-être dit que ça pourrait être une opportunité de véhiculer des valeurs qui sont propres au Canada, mais étant donné le coût, je sens que c'est un peu incompatible avec, avec notre vision du monde. Alors, madame, votre question, s'il vous plaît, votre nom. Maria Pia Chavez. Alors, tantôt, on a parlé, je pense que c'était vers le milieu, Marie-Josée a mentionné l'accessibilité au sport. C'est important au niveau olympique. Moi, ce que je me posais comme question, c'est, j'aimerais savoir si vous êtes satisfait présentement de l'accessibilité que les jeunes ont ici au Québec au niveau du sport, autant que ce soit les filles, les garçons, les différentes communautés, les immigrants qui arrivent au pays, etc. Moi, je suis entraîneur au niveau au soccer présentement. Puis, moi, je vois des efforts, là, c'est clair. Il manque vraiment beaucoup d'entraîneurs féminins, si on s'entend là-dessus aussi. Mais je me demandais ici, en 2024, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que vous êtes satisfait des actions qui sont faites présentement ou ça serait quoi votre idéal, dans le fond, de solution à apporter pour avoir une meilleure accessibilité? Parce que ça fait partie des idéaux olympiques aussi, de rendre ça universel et accessible. Ici, on ne peut pas arriver... Ouais. Donc, votre ingrédient secret pour taper sur ce clou-là puis que ça soit plus accessible, ou est-ce que ça l'est suffisamment? Merci pour votre question. On a combien d'heures? Non, mais c'est ça, j'essaie de faire une question très courte avec beaucoup de réponses à faire la suite.
Bien, je pense que les choses vont en s'améliorant. Il y a beaucoup de groupes, là, vous parliez d'entraîneurs, il y a beaucoup de groupes qui font la promotion pour que les femmes deviennent entraîneurs. C'est vrai qu'il n'y en a pas encore beaucoup. Quand on regarde les Jeux olympiques, dans une équipe olympique canadienne, la proportion d'entraîneurs femmes est à peu près à entre 17 et 20 %, gros max, encore en 2024. Donc oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais il y a beaucoup de programmes en ce moment qui sont là pour tenter de former de plus en plus de femmes leaders. Donc des femmes entraîneurs, des femmes directrices présidentes de fédérations. Donc il y a cet effort-là qui se fait. Mais le problème, c'est toujours le financement du sport. C'est toujours la même chose. L'enveloppe n'est pas très grosse pour essayer de toucher à tous les sports. Et ça sera toujours une difficulté, je pense. C'est comme les fédérations travaillent toujours avec des bouts de chandelle. C'est toujours compliqué, mais la volonté est là, mais l'argent n'est pas toujours là. Ou l'argent est mal distribué. Souvent, ça va être plus dans certaines fédérations qui sont plus grosses. Mais puis on ajoute de plus en plus de sport aussi. Et on ajoute de plus en plus de sport aussi. Mon rêve, ce serait que le sport soit dans les écoles, mais je rêve. Si le sport était vraiment dans les écoles, si nos enfants faisaient du sport à tous les jours, ça changerait notre société, ça changerait la vie. Et je comprends pas qu'on soit pas encore là. Qu'on ait 1 heure d'éducation physique par semaine, c'est risible. Il me semble que ce serait possible d'intégrer ça à l'école et pour que le sport, évidemment, on peut intégrer plein de choses, mais quand les enfants bougent, on le sait, toutes les études nous le disent, quand les enfants bougent, ils apprennent mieux. Ça serait une façon d'intégrer et de rendre l'idéal olympique réalisable à toute petite échelle, à tout le moins le rêve olympique, ce qui est déjà le début de l'idéal. Je sais qu'on est tous un peu tannés d'entendre les pays scandinaves comme exemple. Là. Donc, la Norvège, si je prends la Norvège en exemple, eux, ils ont vraiment beaucoup plus d'unité entre les organisations qui s'occupent des Olympiques, par exemple, puis les organisations qui s'occupent des sports amateurs. Puis je pense que ça serait une voie possible d'amélioration au Canada, où qu'il y a des organisations quand même assez différentes qui s'occupent de ces différents paliers, si je me trompe pas. Donc, en créant plus d'unité, on verrait davantage l'espèce de continuité entre le sport amateur puis les Jeux olympiques, puis l'idée du sport à l'école. Je suis vraiment d'accord avec ça. Mais encore là, les pays comme la Norvège, les pays scandinaves ont tout misé sur les sports d'hiver. Donc, quand on dit que nous, on cible, eux aussi, ils ciblent. Alors, c'est peut-être, quand il y a moins de sport, c'est sûr que c'est plus facile de partir de la base jusqu'au sommet et d'encourager tout le monde, mais plus, tu le dis, Chantal, on augmente encore les nombres des sports, donc on divise l'argent qui est disponible à chaque fois. Frédéric? Moi, je déclare forfait sur cette question. Est-ce que question trop sportive? Je peux répondre à oui. Parce que moi, c'est pas vraiment qu'on choisisse certains sports qui me dérangent autant qu'on les choisisse selon leur potentiel de médaille qui change à chaque 4 ans. Donc, c'est vraiment le fait que la planification souvent est à court terme. Ça, c'est très problématique. Il y a des pays pour qui ils vont rendre des comptes 12 ans plus tard, qui permet d'avoir plus de construction. Donc, peut-être que je peux envisager qu'on va choisir certains sports qui nous reflètent ou que les gens s'identifient davantage à ces sports-là, mais que ça change à chaque Olympique. Je pense que ça, c'est ça qu'il faut vraiment, vraiment réévaluer. Là. Parce qu'un athlète, ça se développe pas en 2 coups de cuillère à peau. Là. Exactement. Puis les médailles, c'est basé sur tellement de facteurs qui sont à l'extérieur du contrôle de l'athlète. Donc, de mettre tout l'accent sur les médailles, c'est vraiment vouer nos athlètes à des anxiétés de performance extrêmes et c'est contre-productif au final. Là. Madame, votre nom, votre question, oui, bonjour, s'il vous plaît. Mon nom est Nicole Barcelos. J'ai étudié à la faculté de criminologie à l'Université de Montréal il y a très, très longtemps. Je pense qu'il y a un bel exemple. Madame Turcotte, vous avez parlé des Jeux olympiques à Montréal, des infrastructures, ça a été très, très positif. Mais je pense que 2 magnifiques exemples. On parle toujours de la Chine, du Brésil, des autres pays, mais je pense que les 2 plus beaux exemples, les 3 beaux exemples qu'on a fait fi, c'est Vancouver et Calgary. Et je pense que ça pourrait être un bel idéal des Jeux olympiques, de s'inspirer de Vancouver, de s'inspirer de Calgary, puis peut-être aussi de Montréal, parce qu'on se plaint du stade olympique, mais finalement, c'était finalement, au bout du compte, très positif. Voilà, c'est ce que je voulais dire, et puis peut-être vos commentaires là-dessus. Merci. Ouais, Calgary avait compris l'erreur de Montréal. Ils ont créé une fondation
le CODA, dans lequel ils avaient remis $1 million à l'époque et qui subventionne encore le sport en Alberta. Donc, ça, c'était très bien. Et pour les Jeux de Vancouver, bien là, ça ne rejoindra pas Geneviève parce que le Canada est le seul pays au monde qui a été hôte des Jeux 2 fois, Montréal et Calgary, et qui n'a gagné aucun titre. Alors là, pour Vancouver, c'est pas vrai qu'une 3e fois, on ne fera pas entendre le Haut-Canada. Donc, c'est là qu'on a amené tout le nouveau système de subvention pour les sports et vraiment à nous le podium, c'était ça? À nous le podium, voilà. où on a vraiment axé sur la performance pour aller chercher des médailles. Et ben oui, le Canada a terminé premier au nombre des médailles d'or dans ces Jeux-là. Ça ne fera pas plaisir à Geneviève. Si j'ai bien compris, ils ont juste financé le sport. Oui. On n'a pas non plus l'exemple de comment s'ils l'avaient financé autrement. C'est sûr que si on triple les subventions ou les quadruples, ça a un impact. Puis ça, c'est intéressant de savoir ça, que quand on investit dans le sport, ça fait une différence. Mais les Jeux de Vancouver, c'était très spécial parce que les gens n'en voulaient pas de ces Jeux-là. Et quand les Jeux ont commencé, quand l'équipe canadienne de hockey a commencé à gagner des matchs, c'était fou. On ne pouvait plus marcher au centre-ville. Les gens étaient dehors avec des drapeaux, des chandails du Canadien, des Canadiens. Ça a été une fête. Puis pour les infrastructures, ils sont très contents du train aussi, avec les infrastructures. Là. Les gens qui habitent la portion sud-est, là, ils ont un moyen de transport pour accéder au centre-ville pas mal intéressant depuis les Olympiques. C'est un 3e lien, ça? Je pense que c'était plus le 11e. Bon, il y en avait déjà pas mal avant. Plus que 2, en tout cas. Bien, écoutez, je vois que... Madame, oui, vous aviez une question? Oui. Allez-y, c'est le last call, comme disait Molière. Merci. Bonjour, mon nom est Rebecca Sueur. Tout d'abord, merci pour cet échange super intéressant. Je voulais me permettre un petit commentaire, en fait, c'est au niveau du développement que vous avez brièvement mentionné, puis des bourses, et puis je suis une rêveuse aussi, puis quand même encore fervente croyante que l'idéal olympique est quand même encore quelque part, même à plusieurs endroits dans ces Jeux, malgré beaucoup d'aspects négatifs. Et on oublie très souvent, en fait, le volet de la solidarité olympique, qui est tout un département du Comité international olympique. Et puis, par quadriennal, en fait, donc olympique, ils ont plus de 600 millions, ce qui est quand même qui est beaucoup, mais assez peu dans l'ensemble. Mais ce 600 millions, ils doivent le gérer et ils le gèrent uniquement pour des programmes de développement. Des programmes de développement qui peuvent être des bourses justement pour des athlètes. Donc, c'est pour des pays qui en auraient besoin. Donc, ça pourrait être un athlète de natation du Burkina Faso qui n'a pas de moyens de s'entraîner, il va recevoir une bourse pour aller en France. C'est donc des centaines de bourses par année qui sont offertes. La même chose pour les entraîneurs, donc des entraîneurs qui n'ont pas d'accès en formation en sciences du sport reçoivent des bourses. Et puis, je me permets d'en parler parce que je suis gestionnaire, directrice d'un centre à Montréal, d'un programme reconnu et financé par la solidarité olympique, en fait. Et on forme des centaines d'entraîneurs, en fait, grâce au programme canadien, mais tout ça financé par les revenus des médias des Jeux, en fait, parce que tout cet argent provient du revenu des médias des Jeux. Ils utilisent, ça finance aussi tous les comités nationaux olympiques africains, d'Amérique latine, d'Asie, en fait, pour le développement. Ils ont construit des terrains pour eux, ils ont construit des salles multimédia, ils aident à développer des programmes mondiaux comme développement pour les femmes en sport en Afrique. Alors, je trouvais peut-être juste bien de finir avec ça, de dire qu'il y a quand même une partie de cet argent, ça pourrait être plus, mais qui est utilisé pour un développement incroyable quand même et pour donner accès à ce sport d'élite, en tout cas à moindre mesure, à toute cette population qui en a moins accès. Mais merci pour le partage, oui, merci. Commentaires, réactions, vous saviez qu'à Montréal, on avait ce type À Montréal, je ne savais pas, mais oui, je connais le comité Solidarité, mais c'est ça. Ça faudrait que ce soit encore beaucoup plus d'argent, mais oui, c'est une belle initiative, vous avez tout à fait raison. Oui, j'ajouterais peut-être aussi ce que ces exemples-là suggèrent, c'est que l'olympisme a tous les défauts qu'on a évoqués, mais des encore qualités. Une fois... Pardon? Des qualités aussi. Surtout si on le compare, par exemple, à la FIFA ou à la Fédération internationale de l'automobile, le bilan est beaucoup plus positif que par rapport à d'autres organisations sportives internationales qui, elles, sont dans le capitalisme pur. Vous avez une question? Oui, votre nom, votre question? Louis Doré, mathématiques et statistiques. Vous n'avez pas parlé du tout des nouveaux sports, les sports électroniques,
mais je ne considère pas vraiment ça comme des sports, mais est-ce que le CIO a vu la possibilité de faire encore plus de milliards, selon vous? En fait, c'est les pays organisateurs qui choisissent. Et ce sont des sports qui sont présentés peut-être seulement une fois. Ils ne seront peut-être pas repris à d'autres Jeux. Donc, ils ont ce potentiel de choisir des disciplines dans lesquelles ils sont bons. Évidemment, ils ne vont pas choisir quelque chose où ils ne sont pas bons. Mais ça ne veut pas dire que le sport va être répété au prochain Jeu. C'est comme un peu pour donner un peu plus de pouvoir à la ville organisatrice sur le contenu. Ben, merci tout le monde pour vos questions, vos commentaires. Puis je vais me permettre maintenant de clore, mais en vous demandant, je ne vais pas vous demander de répondre à la question, l'idéal olympique est-il réalisable? C'est en toile de fond de tout ce qu'on s'est dit, mais j'aimerais que vous preniez peut-être 1-2 minutes chacune pour nous dire qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de ce que vous avez dit ce soir, du message que vous aviez envie de porter ici ce soir. Qui veut commencer? Donc, en résumé, les Anglais ont la notion, le take-home message. J'ai pas trouvé de bonne traduction. C'est le mot de la fin. Le mot de la fin, ouais. Mais ça, c'est plus... OK, mot de la fin. Quand on est trois, ça marche pas. Mot de la fin, ça arrête. Oui, c'est vrai. Quand on l'amène chez soi, ça continue. Oui, je pense que moi, mon message, mon mot de la fin, c'est vraiment qu'on n'a pas à choisir entre le bien-être et la performance. Je pense que nos athlètes c'est les êtres les plus motivés qu'on peut rencontrer. Donc, on n'a pas à les pousser, on n'a pas à les contrôler, on est là pour les soutenir. Puis quand on voit des athlètes souffrir, de se questionner, est-ce qu'ils performent grâce à cet entraîneur contrôlant-là ou est-ce qu'ils performent malgré cet entraîneur-là? Je pense que c'est important de se poser cette question-là. Merci, Geneviève. Peut-être 2 messages clés, mais j'en avais parlé déjà en introduction. Pour moi, on peut, si on veut faire s'éduquer soi-même dans l'histoire des relations internationales au 20e et au 21e siècle et qu'on est passionné par le sport, par exemple avec des élèves du primaire ou du secondaire, on peut vraiment presque tout comprendre par la lunette des Jeux olympiques. Donc ça, je pense que c'est une leçon. La deuxième leçon sur laquelle je reviens aussi toujours, c'est le fait que par définition, les relations internationales et le sport olympique vont être un équilibre entre des formes de coopération et des formes de rivalité ou de conflit. Les deux sont un peu consubstantiels, je crois. Et donc, ce n'est pas parce qu'on observe... Il ne faut pas se laisser leurrer par les messages lénifiants du CIO sur la paix à travers le sport, mais il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain et tout rejeter parce qu'on voit des exemples de dopage, de conflits, de politique dans ces sports. C'est l'expérience humaine et donc il est normal que toutes ces choses-là s'y retrouvent aussi. Mais merci. Marie-Josée? Moi, je vais boucler la boucle. Je trouve que ce qui est intéressant dans ce mouvement olympique, on en a parlé de tous les travers et tout, mais ce qui est intéressant, c'est ce message qui est véhiculé, ce rêve qui permet à des jeunes de se dire, je vais faire quelque chose de ma vie, je vais être un bon athlète, je vais être le meilleur au monde, même s'il ne deviendra jamais, parce que aux Olympiques, parmi tous les jeunes là, qui rêvent de faire les Olympiques, il n'y en a même pas 1% qui se rendra. Mais ça permet de rêver, ça permet d'avoir une structure quand on est jeune, ça permet d'aller chercher tout plein de qualités qu'on pourrait aller chercher en faisant du théâtre ou du violon, mais dont on parle des Jeux olympiques. Donc, l'important, c'est ça, c'est d'avoir une structure quand on est jeune, et ce rêve olympique est structurant pour plein de jeunes et permet donc de rêver, permet de grandir à travers ça. Bien, merci beaucoup tous les trois. Geneviève, Frédéric, Marie-Josée, merci d'avoir pris le temps de venir partager tout ça avec nous. Merci à vous dans la salle pour votre attention et vos questions. Merci, bonne soirée.